Moi, je suis content de venir ici à Saint-Brisson pour plein de raisons. Non seulement parce que le musée de la Résistance, on y est attaché depuis fort longtemps, et d'autre part pour vous présenter, dans le cadre de la formation, alors qu'elle soit initiale, continue, peu importe comment on l'appelle, mais de présenter ce qu'Aurore vous a dit, le concours national de la résistance et de la déportation. Le sujet de résister à la déportation en France et en Europe. Et j'insiste sur le résister à la déportation. Ce n'est pas la résistance et la déportation, mais c'est résister à. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, en fin de compte, de se poser la question véritablement de résister. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien sûr, on connaît le terme résister. Pendant très longtemps, il a été marqué par une vision armée de la résistance. Je dirais presque celle de 1944, des combats de 1944, hein, bien sûr qui sont essentiels, il n'y a aucun souci par rapport à ça, soit en amont du 6 juin 44, ou soit en aval du 6 juin 44, juillet, août, septembre, tous ces combats importants de la résistance qui permettent la libération non seulement de la France, mais de l'Europe, à côté des Alliés ou en complément des Alliés. Mais on oublie d'autres formes de résistance qui étaient peut-être à la fois... Alors là, c'est un débat historiographique qu'on a pu avoir. Je me souviens que François Marcot insistait sur le fait de la lutte armée dans la résistance. Maintenant, on est plusieurs à considérer qu'il n'y a pas que ces enjeux de la lutte armée, mais il y a aussi d'autres enjeux dans la résistance, ne serait-ce que les faux papiers, ne serait-ce que les réseaux d'évasion qui commencent très tôt, dès 1941, on a des réseaux d'évasion. Alors pour prisonniers, bien sûr, et puis pour toute forme de persécution à l'échelle européenne. Parce que lorsque l'Europe est sous la botte nazie, il va falloir aussi, et puis tous les régimes collaborateurs qui vont avec, on en reparlera dans un instant, il faut aussi organiser l'exil, organiser la fuite. Eh bien tout ça participe de ce sujet de cette année. Parce que résister à la déportation, c'est résister en fin de compte à l'exclusion. Parce que ce régime totalitaire qu'est le nazisme, celui qui inculque une norme, hein, je renvoie là aux travaux de Johann Chapoutot sur la norme nazie, hein, vraiment, c'est l'ordre et le sang, hein, c'est vraiment fondamental pour comprendre ce qui se joue en Allemagne entre 1933 et 1945, comment en fin de compte une société qui était, on va dire, évoluée, importante, est prise véritablement dans le régime totalitaire que constitue l'Allemagne nazie, en inculquant à la population une norme particulière, à savoir que, par exemple, les Juifs ne sont pas des humains, mais des microbes. Et donc, quand on lutte contre les Juifs, on lutte contre un microbe. Et comment ça peut être inculqué, intégré véritablement par la population allemande? On en reparlera peut-être à d'autres moments donnés, mais n'oublions jamais que la Shoah par balle existe dès 1941 sur le front de l'Est, qu'on invente le lance-flamme pour brûler, nettoyer, ne pas toucher ces microbes que sont les Juifs en Europe centrale et orientale. Bref, il y a tous ces enjeux particuliers. Alors, il n'y a pas que cette dimension qu'il faut avoir dans le nazisme, il y a aussi la dimension anticommuniste très forte. Et donc, d'ailleurs, le complot judéo-bolchevique est au cœur véritablement de la propagande allemande, mais aussi du régime de Vichy. On en reparlera tout à l'heure. J'en profite puisqu'on va, cette année, avoir l'entrée de Manouchian au Panthéon. Il est clair que l'affiche rouge, on est au cœur véritablement de cette alliance entre la diabolisation judéo-bolchevique, on est au cœur de cela. Alors, résister à la déportation, vous allez me dire, avec l'affiche rouge, on n'est pas dans le sujet. Eh bien, si, on y est. Et c'est là l'un des paradoxes de toutes ces choses, c'est que l'on pense souvent, à juste titre, à ceux qui sont fusillés au Mont-Valérien. Mais la troisième filature des brigades spéciales, des BS2, qui amène à la chute des FTP-MOI, main-d'œuvre immigrée, de la région parisienne. Il y a 70 arrestations. Ils sont combien à être fusillés? Les 23 qui tombent, etc. Je ne refais pas la chanson et le poème d'Aragon. Ou Golda Banjic, qui, elle, est décapitée à Stuttgart quelques mois plus tard. Mais les autres, ils sont déportés. Et on les oublie souvent, ces déportés.
déportés à Dachau, à Buchenwald, à Ravensbrück et à Auschwitz. 13 sont déportés à Auschwitz parce que communistes et juifs, parce que juifs communistes, etc. Donc on est bien au cœur aussi de la logique de répression qu'il faut avoir. Alors revenons, excusez-moi, je me suis un peu éloigné du sujet, revenons à résistance à la déportation. Ça veut dire comment ce verbe à l'infinitif, hein, résister, c'est à la fois dénoncer, c'est à la fois combattre, c'est à la fois la logique d'échapper, d'aider à échapper à la déportation, etc., etc. Donc, ce qui vous invite à penser le concours comme quelque chose d'incarné, hein, ce que véritablement Marc Bloch appelait la chair humaine. Hein, donc, retrouver la chair humaine. Retrouver, ce sera pour nous le sens du concours, c'est de retrouver tous ceux qui vont participer à cette résistance à la déportation. Résister au phénomène de l'exclusion, résister au phénomène de l'arbitraire, résister au phénomène véritablement de ce qui est inhumain. Ça renvoie aussi à une problématique qu'on a développée il y a quelque temps à la Fondation de la mémoire de la déportation, entre autres grâce à Jean-Yves Daniel, l'idée de l'humain dans l'inhumain et l'inhumain dans l'humain. La dialectique entre les deux. Comment, en fin de compte, l'humanité peut produire de l'inhumanité ? On est au cœur, là, aujourd'hui, avec ce que l'on vient de vivre, aussi bien l'assassinat de professeurs, aussi bien ce qui s'est joué en Israël, et ce qui peut se jouer aussi sur la population civile palestinienne. On est bien au cœur de l'inhumain dans l'humain. On est bien au cœur de permanence. Eh bien, comment, dans la période de la Seconde Guerre mondiale, ou même la période du Reich nazi, de 1933 à 1945, on est au cœur de ces enjeux. Donc, ce qui participe, me semble-t-il, aussi au sujet. Alors, vous allez, bien sûr, dans la logique de la présentation du sujet, soit partir, et c'est toujours quand même ce qu'il y a de plus facile, me semble-t-il, du local, de qu'est-ce qui se joue, alors on va dire ici largement, non pas dans le Morvan, mais en Bourgogne, et peut-être un peu plus largement maintenant en Bourgogne-Franche-Comté, mais en tout cas ce qui se joue en Bourgogne. Comment, en fin de compte, on a résisté à la déportation en Bourgogne? Comment on peut avoir des exemples? On en a plusieurs. Récemment, Dimitri Vouzel, notre collègue dijonnais, a sorti un ouvrage sur un réseau d'évasion qui avait été totalement oublié. D'infirmières catholiques, donc tous les enjeux qui participent effectivement à une logique humaniste et de foi. Et bien, tout ça participe du sujet. Comment, en fin de compte, on va résister localement à la déportation? Et on verra différentes possibilités, différents thèmes et tous les enjeux. Mais il ne faut pas s'arrêter à 1945. Dans le sujet à 1945, pardon. Bien sûr, on peut parler 1945 de l'ouverture des camps. Je préfère cette formule. Alors, pas l'ouverture au sens de la naissance, hein. Pas des 33, bien sûr, on y reviendra tout à l'heure, les camps créés par les nazis, mais l'ouverture au sens la fin des camps. C'est-à-dire que c'est plus l'armée allemande ou les SS pardon, qui les tiennent, ou les capots qui les tiennent, etc. C'est quand les Alliés arrivent et comment ils vont libérer peut-être, en tout cas, la plupart des survivants. Mais j'aime pas le terme de libération des camps parce que je trouve que ça renvoie plus à une vision de joie, une vision de bonheur. Pensons à la libération 44, etc. Et ça me gêne un peu parce que ce n'est pas le même sentiment qu'on a au moment de cette ouverture. C'est la découverte de l'horreur, c'est la découverte de l'indicible, c'est la découverte des charniers, c'est la découverte des corps qui sont complètement amaigris et malades, parce qu'il y a aussi des malades. Donc c'est la découverte véritablement de l'horreur. C'est pour ça que j'emploie le terme d'ouverture, mais attention, pas dans le sens le début, plutôt l'après. Et comment, après 1945, on va avoir, au moment même de cette ouverture, des serments qui sont pris par les survivants pour tous ceux qui sont morts. Et ça, c'est important, parce que ça renvoie aussi à résister à l'idéologie nazie après. Et puis résister à tous les négationnistes. Il ne faut jamais perdre de vue que depuis 1945 jusqu'à nos jours,
jusqu'à nos jours, il y a un courant, alors politique, souvent, parfois historien, mais vraiment à la marge, qui nie l'existence de ces camps, qui nie l'existence du génocide juif, qui nie l'existence même de cette emprise et de cette barbarie nazie. Donc, quelque part, tous les procès que l'on va avoir, alors menés à différentes échelles internationales, depuis le procès Eichmann, on va dire, jusqu'à, pourquoi pas Barbie, etc., ça participe aussi à résister à la déportation. Alors c'est une ouverture mémorielle, hein, on se la garde pour la fin, mais c'est à prendre aussi comment dirais-je, en considération. Et puis, l'autre question aussi qu'il faut prendre à bras-le-corps, c'est celle du terme de déportation. Parce que le terme de déporté n'a pas le même sens entre 1940 et 1945 et aujourd'hui. D'abord, le terme de déporté, avant on disait même transporté, hein, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas avant la Seconde Guerre mondiale. Hein, il ne faut jamais dire que c'est la Seconde Guerre mondiale qui invente la déportation. Mais à cette échelle, vu le nombre, centaines de milliers de civils et les millions de juifs à l'échelle européenne, c'est énorme, c'est du jamais vu, c'est, comment dirais-je, le paroxysme véritablement là-dedans. Mais c'est un processus de déplacement forcé. C'est contraint, c'est sous la contrainte, dans un univers à la fois concentrationnaire et puis dans un univers aussi de centre de mise à mort. Donc on a vraiment les deux aspects qu'il faut considérer, et instrument de répression véritablement que constitue la déportation. Sans oublier qu'à l'époque, ceux qui partaient au STO, contraints, forcés, etc., étaient considérés dans un premier temps comme une forme de déportation. C'est après-guerre qu'on va remettre tout ça d'aplomb avec différentes lois et différents enjeux. Mais c'est pour ça qu'une partie du sujet implique aussi les enjeux de mobilisation du refus du STO. On pourra en parler à certains moments donnés, en particulier sur les actions qui l'empêchent. Les actions qui empêchent les trains de partir ou de créer des faux papiers, etc. Donc ça, c'est vraiment à l'échelle globale européenne, mais il faut bien voir aussi comment, dans cette Europe, dite nouvelle, que veut construire le Reich allemand, eh bien, on a différentes politiques de déportation. Parce que soit c'est sous l'autorité allemande directement, la présence allemande avec des Gauleiter, etc., ou de régimes, on l'a employé tout à l'heure, de collaboration, comme le régime de Vichy. Comment Vichy participe aux enjeux de la déportation, participe à ce qu'on a appelé à un moment donné, dans le cadre nazi, je mets des guillemets, la solution finale, c'est-à-dire au génocide juif, comment Vichy s'est emparé aussi de la logique répressive et comment on peut résister à cette répression. Donc, il y a ceux qui agissent véritablement, donc on peut considérer comme des résistants, et ceux qui aident. Donc il y aura peut-être cette nuance à avoir à un moment donné. Alors juste avant de commencer, je voulais vous rappeler qu'il existe de nombreux sites que vous pourrez utiliser. Alors je ne les ai pas tous mis, hein, bien sûr, mais comme ressources. Alors je ne sais pas si j'ai Internet ici, non, je n'ai pas l'impression d'être connecté, mais on le tiendra à votre disposition avec le musée, vous aurez tout ça. Sur les archives nationales, vous avez l'inventaire de toutes les mémoires qui ont été entreposées, les archives de dossiers individuels, de témoignages importants. Alors non seulement liés, je dirais, à ce qui avait été fait dans le cadre du comité d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, mais aussi tout ce qui revient dorénavant de différentes associations qui ont pu être versées aux archives nationales. Donc vous avez plein de choses qui sont aujourd'hui en ligne, parce que le tournant du numérique, hein, je ne reviens pas sur la République numérique telle qu'elle a été définie il y a quelques années, permet aussi d'avoir accès à des choses que jusqu'alors on n'avait pas. Je renvoie à un site aussi de Côte d'Or, alors désolé là dans la Bourgogne de choisir un plus qu'un autre, mais c'est Résistants déportés 21. Résistants déportés 21, ce sont tous les films qu'avait réalisé Jean-Marc Bordet dans le cadre de l'Université populaire de Chenôve, l'UPC de Chenôve, qui était aussi
unité de production cinéma, en quelque sorte, en tout cas qui faisait des documentaires. Et tous les documentaires de Jean-Marc Bordet sont aujourd'hui en ligne. Et il y a eu tout un travail de mémoire sur la Seconde Guerre mondiale qui a été fait, non seulement sur des enjeux liés à la guerre en elle-même, mais sur la déportation et en particulier sur les derniers témoins, de fait, de la déportation et des déportés. Donc ça peut être aussi une ressource pour comprendre des éléments. Vous avez, par ailleurs, bien sûr, le site de le livre mémorial de la déportation. Alors, je sais que normalement, en 2025, la Fondation pour la mémoire de la déportation va avoir un nouveau site modernisé avec toutes les fiches, tout le monde, etc. Il y a un très gros travail qui est fait, entre autres, par Arnaud Bouligny au niveau de la FMD à Caen. Tous les dossiers de l'Office national des anciens combattants victimes de guerre sont aujourd'hui dépouillés, inventoriés, indexés et seront numérisés et... Enfin, pas numérisés, pardon. Inventoriés, indexés, et on aura ces fiches qui seront... ce grand dictionnaire biographique des déportés qui sera en ligne. Alors, il existe déjà le livre mémorial, publié, je crois, aux éditions Tiserias. On doit l'avoir au musée. Mais sinon, vous l'avez, bien sûr, parce qu'à la fois par la FMD, c'est important, et puis il doit être aussi dans tout le réseau du musée de la Résistance nationale de Champigny, dont on fait partie, nos deux musées de Saint-Brisson et de Varennes-Vauzelles. Donc, ce livre mémorial, vous pouvez retrouver, en tapant un nom, le déporté. Alors, on ne les a pas tous. Là, j'évoquais tout à l'heure le groupe Manouchian, pour faire vite, enfin, en tout cas, c'est FTP-MOI. En tapant certains noms de gens arrêtés en novembre 1943, je ne les ai pas retrouvés sur le livre mémorial. Mais en faisant la recherche à l'ONAC-VG à Caen, on les retrouve. Bien sûr, le site important, c'est celui des archives d'Arolsen, celle, en fin de compte, que la Croix-Rouge avait constituée au moment des enjeux de la déportation. Aujourd'hui, vous avez l'ensemble qui est accessible alors en français, en anglais, dans différentes langues. Et là, je peux avoir qu'une petite pensée émue pour Maurice Voutet, qui avait porté à la FND-IRP et à la FMD, donc la Fondation pour la mémoire de la déportation, cette volonté d'ouvrir les archives d'Arolsen, parce que pendant longtemps, elles étaient restées dans une logique de guerre froide, en quelque sorte, entre les anciens belligérants de la guerre froide, bien après la chute du mur, et c'était inaccessible. Maintenant, elles sont accessibles, c'est fondamental, et ça vous permettra de retrouver des choses. Et puis, bien sûr, le site sur Yad Vashem et la mémoire de l'Holocauste avec ushmm.org et en français tous les enjeux du mémorial de l'Holocauste. Et puis les trois fondations, la Fondation pour la mémoire de la déportation, la Fondation pour la mémoire de la Shoah, et puis la Fondation de la Résistance, puisque la lettre, cette fois-ci, le concours, il est publié par les deux conjointement. Vous avez l'éditorial à la fois de Gilles-Pierre Lévy, président de la Fondation de la Résistance, et de Serge Volikov, président de la Fondation pour la mémoire de la déportation. Alors, après avoir rappelé les enjeux de sources et de ressources, il y en a encore plein d'autres. C'est juste comment dirais-je, une approche, c'est juste une invitation à aller et aller plus loin. Essayons de voir quand même l'ampleur de ce que sont les déportations en Europe. Sur cette carte, alors peut-être difficilement lisible, j'en suis désolé, vous avez à la fois tous les camps de concentration et tous les camps d'extermination ou centres de mise à mort, bien sûr à l'échelle orientale, je ne reviens pas là-dessus sur la conception nazie des choses, et puis tous les petits commandos qui dépendaient de ces camps. Donc on voit quand même sur cette carte l'importance du phénomène concentrationnaire. Bon, je ne reviens pas là-dessus, ce qui nous intéresse, nous, c'est résister à la déportation. Mais il faut bien résister à la déportation par rapport à cette carte-là, par rapport à cette migration forcée qui peut exister. Alors, essayons de revoir d'abord, je le ferai en 3 temps et je reprendrai le plan de
de la brochure, puisqu'il est, enfin, je le trouve pas trop mal fait. Je vais, dans un premier temps, voir avec vous la déportation, instrument de répression et de persécution, pour le contexte par rapport à ces enjeux. Dans un deuxième temps, on s'intéressera plutôt à résister à la déportation. Donc là, les enjeux de la résistance à la déportation. Et puis, dans un troisième temps, résister en déportation. Parce qu'il ne faut jamais perdre de vue, et cette expression, je la reprendrai à plusieurs moments donnés, c'était Marie-Paul Vaillant-Couturier qui le disait, la résistance ne s'arrête pas à l'entrée des camps. La résistance, elle continue dans les camps. Elle continue dans les camps par des mouvements de solidarité, par des mouvements d'entraide, par des mouvements même aussi parfois d'insurrection. On a quelques camps où il y a des formes d'insurrection qui peuvent exister. Donc de penser l'ensemble du phénomène de résister à la déportation, c'est aussi résister en déportation. Voilà. Et donc, voilà les trois temps sur lesquels on va essayer de travailler. Donc, la déportation, instrument de répression et de persécution. D'abord, il ne faut jamais perdre de vue que l'accession légale d'Hitler au pouvoir en 1933 se consolide par le décret sur la Schutzhaft. Schutzhaft, c'est quoi? C'est l'arbitraire et la répression politique. C'est-à-dire que tout adversaire politique, à partir de 1933, vous savez qu'Hitler arrive légalement au pouvoir et qu'en 6 mois, il instaure la dictature nazie, je ne reviens pas là-dessus. Eh bien, toutes les oppositions sont traquées, éliminées, arrestations, violences physiques, assassinats se multiplient. Alors certes, les prisons sont au cœur du système répressif nazi, mais ils mettent également en place des camps de concentration qu'on appelle improvisés dans un premier temps, des usines désaffectées, des caves d'immeubles, gardées par soit les SS, soit les SA. Et le 22 mars 1933 s'ouvre le camp de concentration de Dachau, en Bavière. Donc, les camps existent dès l'arrivée des nazis au pouvoir. C'est quelque chose à prendre en considération. Dès le début, Dachau est sous la responsabilité d'Himmler, le chef de la SS, et le chef de la police du Land de Bavière. On peut dire que c'est ce camp la matrice du système concentrationnaire nazi. Ce modèle de Dachau se généralise et initie la collaboration étroite entre la SS, la Gestapo du Reich, c'est-à-dire, en fin de compte, tous les enjeux, je dirais, du contrôle du Reich. Et la déclaration de guerre, et c'est pour ça que, comme on est dans une guerre totale, dans une guerre d'anéantissement, je ne reviens pas sur les enjeux idéologiques de la guerre, tout ça c'est des choses connues qui sont vues par ailleurs, mais intéressons-nous d'abord aux enjeux de la mise en place du système. La déclaration de guerre accélère, je cite, les incarcérations préventives de suspects politiques, puis avec l'occupation de la Pologne et d'autres espaces européens, le nombre de détenus explose. Des centaines de milliers de personnes sont transférées au sein des camps de concentration. Et ça, c'est véritablement l'effet même de la guerre totale, de la logique de l'anéantissement, qui est déportée pour réprimer. On déporte dans un cadre répressif. Et la répression, l'exclusion, sont les matrices de ces régimes. Alors, j'ai évoqué le régime nazi, mais on peut imaginer très bien le régime de Vichy. Comment l'État français met en œuvre, dès qu'il arrive au pouvoir, c'est-à-dire à partir du 10 juillet 1940, une politique d'exclusion encore beaucoup plus forte qu'on n'a jamais connue, à savoir lutte contre les responsables de la défaite, je mets des guillemets, la République et le Front populaire, donc tous les enjeux de répression à l'encontre de tout ce qui représente la République et le Front populaire, les francs-maçons, les communistes, les syndicalistes, les socialistes et, bien sûr, dès octobre 40, les juifs, avec le premier statut des juifs. Donc on est au cœur de l'exclusion. Et comment cette exclusion participe, alors attention, elle ne participe pas tout de suite à la déportation, elle participe dans un premier temps à l'internement, à l'emprisonnement, à la logique de répression. Mais la plupart des internements, de ces prisons, etc., sont l'antichambre de la déportation. Et ça, il ne faut pas le perdre de vue, on y reviendra peut-être à un moment donné. Mais lorsque la guerre éclate, la SS va exploiter ainsi pour ces entreprises une main-d'œuvre importante qui est rapidement renouvelée avec une survie moyenne de 9 mois.
C'est-à-dire quand on est déporté, c'est 9 mois maximum de survie. En organisant, alors là c'est vraiment la logique dite rationnelle de l'État SS véritablement, la gestion économique des flux avec l'Office central d'administration et de gestion économique qui est installé à Oranienburg, non loin du camp de concentration de Sachsenhausen. Et le 30 avril 1942, la SS stipule que la guerre, je cite, a manifestement modifié la structure des camps de concentration et notre tâche en ce qui concerne l'organisation de la détention, la garde des détenus, pour les seules raisons de sûreté, de redressement et de prévention, n'est plus au premier plan. Donc on n'est plus dans une logique de rééducation, de déviants. Là, ce qui est au cœur, le centre de gravité, s'est désormais déplacé vers le côté économique, c'est-à-dire en faire de ces déportés des esclaves des temps modernes, c'est-à-dire des travailleurs pour l'effort de guerre, d'une guerre totale allemande, etc. Donc c'est la fuite en avant dans la guerre totale qui implique la mise en esclavage des déportés. Si à la veille de la guerre on comptait 20 000 détenus dans le Reich, en 1945, ce sont plus de 700 000 détenus, sans compter bien sûr la forte mortalité entre le début de 1941 et jusqu'à 1945. Donc on voit que ce sont des centaines de milliers de personnes qui sont concernées. Deuxième aspect dans cette logique d'exclusion, c'est bien sûr, à côté de ce système singulier de déportation et de répression, la mise en place en 1942 du génocide juif avec la création de centres de mise à mort comme à Auschwitz. Je vous invite à voir, si vous ne l'avez pas vu, ou à le revoir quand même, la conférence de Wannsee, le film qui est sorti, c'était l'an dernier ou il y a 2 ans, d'un seul coup j'ai un petit trou de mémoire. C'était l'an dernier peut-être, non? Je parle sous contrôle. C'était l'an dernier ou il y a 2 ans, bon peu importe. Qui est excellent, vraiment qui est excellent. Enfin, ça fait froid dans le dos, vous sortez de ce huis clos, voilà, mais ça participe de tout ça. Donc, la mise en place, je dirais, du génocide juif avec la déportation raciale qui s'emploie à mettre en œuvre. Alors, le génocide juif, on peut aller... Le terme de Shoah, aujourd'hui, est accepté partout. Je ne vais pas refaire tous les débats qu'on a eus il y a quelques années sur Holocauste, Shoah, génocide, etc. Bon, il s'agit pour les nazis, à la suite de la conférence de Wannsee du 20 janvier 1942, de perpétrer le génocide des Juifs d'Europe. 5 à 6 millions d'enfants, de femmes et d'hommes sont exterminés en Europe, selon les anciens chiffres de l'historien Raoul Hilberg au sein des centres de mise à mort. Et ces chiffres n'ont jamais véritablement été remis en cause parce qu'ils correspondaient à cette grandeur d'échelle. Donc extermination à l'est de l'Europe. Bon, les camps, on les a ici, Chelmno, Treblinka, Sobibor, Bolzec, Auschwitz, Birkenau, etc., etc. Donc on est au cœur de ce système. N'oublions pas que le premier convoi juif parti de France, c'est le 27 mars 1942. Donc là, très vite, la conférence de Wannsee, c'est janvier 1942, ça se met très vite en place. Au total de France, bon, vous connaissez les chiffres, plus de 75 000 juifs de France, hommes, femmes, enfants, sont déportés, promis à une mort certaine dans les chambres à gaz. Quelques-uns ont pu travailler dans les camps, mais seulement 3% de la population juive déportée de France a pu survivre et revenir en 1945. On pourrait rajouter aussi dans ces logiques de déportation et de logique raciale, les tziganes, qui font aussi l'objet d'une politique de persécution inscrite dans une démarche parfois d'extermination. Alors, au-delà de ces enjeux de présentation du système en tant que tel, bon, vous connaissez toutes et tous ce tableau qui présente les déportés, les logiques d'exclusion, comment on étiquette véritablement les individus qui ne sont plus des individus mais des numéros, qui perdent leur identité. On y reviendra dans un instant. Tous les témoignages, on est un Stück, un morceau, comment dirais-je, on est déshumanisé. La logique du déporté, c'est déshumaniser le déporté. Il devient un numéro.
Et on voit souvent soit ces numéros tatoués sur les bras, les connaître par cœur, les répéter à l'appel dans un allemand plus ou moins maîtrisé, etc. Savoir qu'on vous appelle, enfin tous ces enjeux que vous avez sans doute déjà vus, entendus et repérés. Donc ce système concentrationnaire répond à certaines normes nazies qui définissent les catégories de déportés, induisant une classification pour distinguer les déportés. C'est-à-dire que la principale disposition prévoit la déportation secrète, dans la nuit et le brouillard, sur le territoire du Reich pour la personne arrêtée, internée ou assignée dans un camp de concentration dans l'attente d'un jugement. De surcroît, la déportation concerne aussi les soldats soviétiques, les agents de la France libre ou du SOE, qui auraient dû avoir le statut de prisonnier de guerre. Et là, ça montre bien la logique de l'arbitraire et comment, bien sûr, tous les règlements des conflits qui pouvaient exister auparavant dans le cadre de la SDN, etc., sont bafoués et l'ordre international est totalement bafoué. Le chiffre total jusqu'en 1945 de la population déportée de répression depuis la France est aujourd'hui estimé à 86 827 personnes. Alors, le chiffre est précis, c'est en fonction des archives de l'ONAC-VG que la Fondation pour la mémoire de la déportation utilise. On va dire à peu près 90 000 personnes ou 87 000 personnes, si vous voulez. Ajoutez aux 75 000 juifs, vous voyez le nombre de déportés partis de France. Quant à la déportation de persécution, qui comprend entre autres la déportation homosexuelle, celle des témoins de Jéhovah, des tziganes, elle caractérise des déportés pour ce qu'ils sont et non pour ce qu'ils font. Et c'est ça qui est important aussi dans la distinction que j'évoquais tout à l'heure. Dès lors, ça nous renvoie effectivement à des éléments particuliers, à savoir les logiques sur lesquelles on peut se placer au niveau local. Et au niveau local, il y a, au-delà de l'échelle nationale, j'ai donné des chiffres, en Bourgogne-Franche-Comté, et on va dire en Bourgogne essentiellement, il ne faut pas perdre de vue qu'on a différents camps qui sont présents, des camps d'internement. Et comment ces camps d'internement participent. Alors, il ne faut jamais perdre de vue que là, il y a déjà des camps d'internement avant Vichy. La fin de la Troisième République dès 1938 et 1939 fait un accueil particulier aux réfugiés espagnols. Bon, je ne reviens pas là-dessus. Va mettre aussi dans ces camps d'internement la plupart des anti-nazis allemands aussi, qui vont se retrouver dans ces camps. Le camp du Vernet, alors, c'est pas dans la région, mais ici, n'oublions pas l'hébergement Les Maulois, qui accueille les tziganes en Côte d'Or, où 80 personnes sont internées et surveillées par les gendarmes. Et donc, tout ça prend une part importante avec le gouvernement de Vichy. Voilà, il y a un changement, bien sûr, de nature de ces camps d'internement, il n'y a aucun souci, mais au moins ils existaient, donc on peut les réutiliser. Ou si j'évoque l'hébergement Les Maulois, on peut avoir le sanatorium de La Guiche, en Saône-et-Loire, qui devient également un camp d'internement. Et souvent, d'ailleurs, les hôpitaux psychiatriques ou les sanatoriums ou certains hôpitaux sont transformés en camp d'internement. Ce n'est pas spécifique à la Bourgogne. Et puis, bien sûr, je ne reviens pas sur les enjeux de l'antisémitisme, le port de l'étoile jaune, zone occupée dès le 29 mai 1942, et puis le 4 juillet 1942, l'État français qui s'engage dans la voie de la déportation dont on a ici au musée des listes impressionnantes de gens arrêtés en juillet 1942. On pense souvent à la rafle du Veldiv, mais vous avez eu des rafles du Veldiv en province au même moment. Le préfet régional Donati donne l'ordre d'arrêter tous les juifs qui sont en Bourgogne en juillet 1942 et de les remettre aux troupes allemandes, aux troupes d'occupation. C'est comme ça que Irène Nemirovsky, Epstein, qui était ici l'évêque, se retrouve déporté à Auschwitz. Bon, vous avez tout ça au musée Aurore, vous en reparlera tout à l'heure.
C'est la brigade de gendarmerie du Creusot qui interpelle Irène Nemirovsky le 13 juillet 1942. Dans cette rafle du 13 juillet 1942, il y a plus de 70 personnes qui sont raflées à Montceau-les-Mines. Donc vous voyez les enjeux de comment ça peut se faire. Et ces personnes sont transférées aussi ensuite dans les camps d'internement en France, antichambre, bien sûr, de la mort. Pourtant, et ça on y reviendra tout à l'heure, cet aller-retour entre le local, le national, etc., pourtant il y a des gens qui s'opposent. Pourtant il y a des gens qui refusent cela. Et donc c'est là où le sujet, on atteint le cœur du sujet, résister à la déportation. Comment on crée des filières d'évasion? Comment on crée des filières de faux papiers? Comment on crée des filières tout simplement de sauvetage? Ça participe du sujet. Donc s'opposer à l'anéantissement, s'opposer à la déportation, d'abord, bien sûr, il y a tous les enjeux du sauvetage des Juifs en France et en Europe. Simplement, la seule remarque que je voulais faire encore en avançant un petit peu, parce qu'il faut que je fasse attention, s'opposer à la déportation et résister à la déportation, on voit bien fuir, entrer en clandestinité, les réseaux, les faux papiers, s'évader, informer et protester. Ça, c'est fondamental. Alors d'abord, on peut dire les réseaux d'évasion. Bien sûr, dans un premier temps, franchir la ligne de démarcation. Dans un deuxième temps, aussi aider à partir à l'étranger, partir ailleurs, trouver des solutions d'évacuation en quelque sorte. Les faux papiers, c'est fondamental, non seulement par rapport à la résistance. Tout résistant, d'ailleurs, je vous ai dit, avec le décret Nacht und Nebel, peut se retrouver déporté, etc. Mais la résistance, tout le monde avait des faux papiers. Et comment on a mis en place les faux papiers? J'évoquais tout à l'heure, allez, j'y retourne, le groupe Manouchian, qu'on appelle Manouchian. Il ne s'appelait pas groupe Manouchian à l'époque. À l'époque, c'était la FTP-MOI avec différents détachements, etc. Eh bien, vous aviez un groupe de personnes qui faisaient les faux papiers. Dans les arrestations de novembre 1943, 3 personnes qui s'occupaient des faux papiers, elles sont déportées. Buchenwald et Auschwitz pour l'une d'entre elles. Donc ça aussi, c'est important. Tous avaient des faux papiers. Par exemple, Rino Della Negra, le jeune footballeur du Red Star qui faisait partie du groupe, lui, il avait des faux papiers au nom de Châtel. Tout le monde avait une fausse carte d'identité. Ça, c'est fondamental. Et avoir ces fausses cartes d'identité, ça permet d'entrer en clandestinité, ça permet de fuir. Marcel Reimann, dont on va parler dans un instant, celui qu'on présente comme le tueur du groupe, etc., eh bien lui, il avait des papiers au nom de De Rougemont. Ils avaient tous des faux papiers. Et cette logique des faux papiers, elle est fondamentale pour comprendre les réseaux d'évasion, pour comprendre les réseaux de vie en clandestinité. Et puis, bien sûr, c'est aussi comment on aide à s'évader. S'évader d'où? S'évader de la prison, antichambre du camp d'internement, s'évader du camp d'internement, antichambre du camp de concentration, voire du camp d'extermination, et s'évader sur des convois qui peuvent être arrêtés. On reprendra 1 ou 2 exemples, vous en avez quelques-uns qui sont présentés dans la brochure. Ici, en région, j'en ai pas véritablement trouvé d'arrêt de convoi. Mais peut-être qu'il y a des études qu'on n'a pas faites et voilà, il faudrait reprendre tous les convois de la SNCF, tous les convois de train, tous les convois, parfois aussi en autobus. Il ne faut pas croire qu'on emmenait les gens toujours en train. Ils peuvent se retrouver à Boulogne-la-Renande ou Pithiviers, emmenés en transport, on va dire par la route. Mais il y a des rapports qui existent. Il y a des gens qui font des rapports par rapport à ce qui existe. Et je vous disais, 1942, la collaboration totale de Vichy dans la logique de déportation et du génocide. Eh bien, j'ai retrouvé dans les archives, là, il y a 1 mois à peu près, alors ça, c'est les archives du RGASPI, c'est donc les archives russes concernant le Comintern en France, le Parti communiste. C'est un rapport qui est envoyé. Alors, je ne sais pas si vous arrivez bien à lire, je suis désolé, etc. Non, ouais, c'est un peu flou, mais bon, faites-moi confiance. Vous avez un rapport de 5 pages,
c'est la direction du Parti communiste clandestin qui reçoit donc celui-là en 1943, intitulé « Les répressions antisémites en France depuis 1942 ». Et c'est l'inventaire fait depuis Lyon. Alors il y a deux possibilités, ou c'est Charles Lederman, ou c'est Adam Raiski qui fait ce rapport. Je n'ai pas encore identifié la personne qui le fait, qui explique l'ensemble des persécutions qui existent en France depuis 1942. Et ça, c'est important parce que c'est non seulement les dénoncer, non seulement prendre conscience, mais aussi renforcer les logiques d'évasion. On est au moment même de ce qu'on évoquait tout à l'heure, des FTP-MOI. On est au moment même de tous ceux qui participent aussi de ces enjeux. Alors, cette note parle des rafles de juillet 1942, celle du Veldiv, et en évaluant en 1943 le chiffre des internés déportés entre 50 000 et 60 000 vers le milieu de 1942, et 3 000 environ avaient été arianisés. Donc c'est toute la politique de spoliation des biens juifs organisée par Vichy. Donc ce type de rapport, il y en a plein d'autres, attention, j'ai pris celui-là parce que c'est une archive nouvelle qu'on vient de trouver. Montre bien, alors à la fois les enjeux de la résistance face à ces répressions, protégés, cachés, mais aussi organisés comme le font les juifs communistes, des FTP-MOI, c'est-à-dire organiser la lutte. Alors, il y a d'autres organisations, attention, il y a plein d'autres possibilités, et la lettre, de ce point de vue-là, vous montre bien ces enjeux. Mais là, je voulais présenter une focale par rapport à des choses qui sont souvent méconnues, par rapport à des choses qui sont souvent oubliées, parce que ces archives, elles ont été congelées plusieurs fois. Pendant la guerre, elles étaient clandestines, et puis, avec la guerre froide, elles sont restées pendant très longtemps totalement... congelées, au bon sens du terme, c'est-à-dire elles étaient en Union soviétique et puis on ne les avait pas. C'est de les avoir redécouvertes dans les années 90 et début des années 2000, de les avoir inventoriées, parce que les Russes ne nous donnaient jamais les inventaires, c'était débrouillez-vous, et il a fallu tout reprendre, tout indexer, tout numériser, etc. Bon, en tout cas, ce type de rapport est essentiel, mais il n'est pas tout seul, vous en avez d'autres obédiences politiques, d'autres obédiences de la résistance qui participent de cela. Mais ça veut bien dire qu'on prend conscience du phénomène. Face à cette déportation, instrument de répression et de percussion, et bien d'aucuns s'opposent à cela. Donc ça me permet effectivement de passer au grand 2, c'est-à-dire résister à la déportation, résister aux enjeux de la déportation. Alors résister à la déportation, on a évoqué certains aspects, c'est échapper à la répression. Alors, je reprends cette phrase que je vous disais tout à l'heure, l'histoire de la résistance s'arrête souvent aux portes des prisons, comme si les résistants interannés ne pouvaient continuer de résister par d'autres moyens. La formule, c'est « la résistance ne s'arrêtait pas à la porte des prisons et des camps », Marie-Claude Vaillant-Couturier. Donc ça veut bien dire, bien sûr, résister à la déportation, c'est résister à l'intérieur et c'est résister aussi à l'extérieur. Donc les deux facettes, et ça évite comme ça de cloisonner. Et ça, je pense que c'est pour moi l'intérêt du sujet. C'est l'intérêt de cette question cette année. C'est d'éviter d'avoir d'un côté, on a la résistance, de l'autre côté on a la déportation, mais c'est un continuum. En plus, quand on le fait à l'échelle humaine, quand on le fait à l'échelle d'un individu, pour lui, c'est la même vie. Même s'il est privé de liberté, étant arrêté, etc., il sait ce qu'il risque avant, les risques encourus, et puis une fois qu'il est pris, il y a aussi cette logique de continuité, on est un tout, même à votre échelle de vie, c'est un continuum la vie, même s'il y a des ruptures, même s'il y a des changements, même s'il y a des bifurcations, même s'il y a des choses inattendues, peu importe, etc., c'est quand même ce continuum qu'il faut avoir à l'esprit. Et c'est pour ça que résister à la déportation en prenant des exemples particuliers nous invite à cela. Dans la brochure, entre autres, vous avez... Allez, tant pis, je vais un petit peu plus loin, mais je fais attention quand même au temps. J'arrête à 11h30 pour qu'on puisse avoir quand même un échange, des questions et débats, ou même un peu avant si vous le souhaitez, il n'y a pas de problème. Germaine Tillon. Germaine Tillon, dans les camps, elle va garder son habitude d'ethnologue. Elle va prendre des notes, elle va décrire ce qui se passe dans un camp. Mais ne serait-ce que nommer les choses, avoir sa vision
scientifique et l'appliquer à ce qu'elle vit pour l'instant, ben, c'est une forme de résister à la déportation parce qu'elle refuse la déshumanisation. Elle refuse simplement le fait d'être un numéro. Elle refuse le fait d'être seulement la réduction à la bestialité, en quelque sorte, à laquelle voudrait la réduire l'ordre nazi. Et ça, c'est aussi à prendre en considération. Donc, bien sûr, ce qui est très intéressant, c'est de voir que cette période, ce travail sur l'occupation a commencé dès la libération. Et que vous avez plein de témoignages, ceux sur lesquels je vous renvoyais tout à l'heure aux archives nationales. N'oublions pas que le comité d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, créé au lendemain de la libération, se dote en 1951 d'un comité d'histoire de la déportation. Et que ces comités, en fin de compte, eh bien, prennent l'expertise de Germaine Tillon, qui avait publié dès 1946 sur Ravensbrück. Donc, ce qui renvoie à l'ère des témoins, etc., etc. Donc, le lien étroit, en quelque sorte, entre résistance, répression et politique de déportation, je ne reviens pas là-dessus. Mais surtout, au-delà des rafles que j'évoquais, au-delà des enjeux de déportation que j'évoquais, très tôt, la question de la lutte contre la répression et du travail forcé a mobilisé les esprits de ceux qui résistent. Alors, c'est dans le sujet, c'est pas dans le sujet, ça rentre un peu, on l'évoquait tout à l'heure, la question du STO instauré en 1943 participe des formes du refus, contribuant aux confusions et à dissimuler la spécificité de la déportation, me semble-t-il. Ainsi, au sein de l'entreprise Vermoral à Villefranche-sur-Saône, le 18 mars 1943, les ouvriers et les ouvrières se barricadent dans l'usine pour empêcher le départ de 76 camarades. Quelques jours plus tard, le 6 avril, les Allemands reviennent et font évacuer l'usine, transportant les requis du STO, mais déportant en même temps les meneurs, ainsi que le patron, Victor Vermoral, jugé trop compréhensif. Donc on voit, en quelque sorte, comment quelque chose qui était une action contre le STO peut devenir aussi une antichambre de la déportation, et donc dès lors, bien sûr, d'un refus de la déportation. En prenant cet exemple, oui, je rentre dans le sujet. Mais en disant toutes les oppositions au STO, pas forcément. Sauf si toute opposition, dans les oppositions que vous allez choisir, eh bien, amène ces réfractaires au STO à entrer en résistance. C'est le cas de 5 des 23 du groupe Manouchian, pour reprendre un des fils que j'évoquais tout à l'heure. Sur les 23, il y en a 5 qui sont réfractaires au STO. Il y en avait 5 qui étaient des brigades internationales. Donc vous voyez aussi 5, 5, 10 sur 23. C'est quand même important et à prendre en considération. Donc dans cette logique, plusieurs organes de presse de la résistance insistent sur le caractère réactionnaire du régime de Vichy parfois, ou en tout cas de collaboration totale à la répression. Dès 1941, par exemple, à propos de la rafle des Juifs étrangers du quartier appelée la rafle du billet vert, parce qu'il y a eu des rafles avant 1942, il ne faut pas croire que 1942, c'est dans le cadre, ce que j'évoquais tout à l'heure, de la solution finale. Mais dès 1941, vous avez des rafles importantes. Et cette rafle du billet vert, d'ailleurs, si vous voulez, vous pouvez regarder, il y a un très beau documentaire qui était passé, je ne sais plus si c'était sur Arte ou France Télévisions, il y a quelques années, mais il est consultable sur le net. Et vous avez vraiment l'ensemble de ces photos où il y a tout un fond photo qui est arrivé d'ailleurs au musée Fondation de la Shoah à Paris, par un collectionneur. Ah oui, 10 secondes quand même là-dessus. Il retrouve toutes les photos qui ont été prises alors avec la police française et la séparation des couples. C'est les hommes qui sont raflés, mais c'est impressionnant. On a fait toute l'histoire de ces photos, l'histoire du photographe, qui d'ailleurs aura une très belle carrière après-guerre, etc. Et comment Berlin va, puisque je crois que c'est un musée à Berlin, va être totalement surpris par cela et rajouter aussi ces enjeux par rapport à cette rafle des billets verts. Et ben voilà par exemple ce qu'on pouvait avoir dans la presse, La Voix du 14e arrondissement à Paris. L'antisémitisme arme la réaction et la conclusion, les prolétaires ne connaissent pas de race, abat le racisme fasciste. Donc, alors bien sûr, c'est politisé, etc. Mais on a aussi
pendant la période, contrairement à souvent tout un discours, on ne savait rien, on ne disait rien, etc. Eh bien, on a des traces, on a des rapports, on a des journaux. Et on a une ressource fondamentale que je n'ai pas encore citée là dans ce que je vous avais donné comme archive tout à l'heure ou comme ressource, c'est Gallica. Gallica, c'est la Bibliothèque nationale de France qui a mis en ligne gratuitement. Il y a aussi son site commercial Retro News. Mais sur Gallica, vous avez les journaux clandestins de la Résistance. Et ils ont été numérisés et ils sont en ligne. Et bien, dans ces journaux clandestins de la Résistance, quand vous les prenez comme ressources, vous pouvez trouver des éléments qui dénoncent la déportation. Alors, on va mettre sur le même plan, peut-être dans un temps, le STO et la déportation de résistants, la déportation de politiques, la déportation raciale. Sans doute qu'il peut y avoir des confusions, mais c'est présent. Donc, c'est aussi des éléments de résister véritablement à la déportation. Alors, au-delà d'informer, de protester, informer, protester, c'est essentiel. En 1942, l'année des grandes rafles, et donc la systématisation, plusieurs d'entre elles n'ont pas atteint leur objectif à Paris ou à Marseille, car les organisations de résistance et de solidarité ont pu évacuer en amont certaines personnes ciblées par les autorités allemandes ou la police française. Ça veut dire qu'il y avait aussi des complices dans l'outil de répression. On peut avoir ici ou là des témoignages d'un gendarme qui prévient les gens avant. On peut avoir un témoignage de policier qui prévient les gens avant. On peut avoir aussi, puisque j'évoquais tout à l'heure encore, je vais reprendre les FTP et MOI, non pas les brigades spéciales, il n'y a aucun souci, on applique jusqu'à la lettre et même avec du zèle, etc. Mais dans les renseignements généraux, dans la police française des renseignements généraux, eh bien certains préviennent les gens. Venons arrêter quelqu'un, la personne n'est pas là, mais ils disent très fort, on revient dans 1 heure, expliquant, bon, vous avez 1 heure pour partir. Mais à la fois, ils font leur travail, mais à la fois, ils préviennent, voilà, s'il y a aussi ces enjeux qu'il faut avoir. Mais surtout, le sauvetage des enfants juifs à la gare de Fives-Lille, le 11 septembre 1942, par les cheminots, participe de cette action importante de résistance dite passive. On l'a appelée passive pendant un temps, mais elle sauve quand même des vies. Et c'est ça l'intérêt. Ou alors, on peut avoir, bien sûr, là, l'exemple. Alors, désolé, je n'ai pas eu le temps de faire l'animation comme je voulais hier soir, mais d'abord, Léon Bronchard. Léon Bronchard, c'est un cheminot qui refuse de conduire son train en Corrèze, qui refuse de conduire un train de déportés. Arrêté, il est ensuite déporté au camp de Dora, et il est fait juste parmi les nations après-guerre. Mais ici, localement, vous en avez plein de justes. Et là, vous avez, par exemple, et vous la verrez au musée tout à l'heure, Pierrette Pochard. Pierrette Pochard, qui est une dame qui vivait à Hanau, dans le hameau d'Athée. Athée, c'est long, comment dirais-je, c'est hameau du Morvan. Pierrette Pochard, qui avait un rôle important, entre autres. Elle était née en 1876, elle était veuve depuis 1933, mère de 4 enfants, et elle accueille plusieurs enfants juifs. Alors déjà, une dès 1935, Colette Morgan-Besser, donc je ne sais pas si on les voit bien, la Colette dans les petits portraits, etc., elle est en bas à droite, etc. Enfant abandonné, par sa mère juive réfugiée en France, et puis surtout, malgré les lois antisémites de Vichy, elle a plus de 60 ans à l'époque, elle poursuit, accueille et protège les enfants persécutés. Au cours de l'été 42, elle cache à son domicile Suzanne, Ida, Hélène, Bernard Friedman, dont les parents restés à Paris sont arrêtés et déportés. Et avec la complicité de certains villageois, elle a caché et sauvé 5 enfants juifs pendant la Seconde Guerre mondiale en Morvan. Et vous avez plein d'autres justes en Bourgogne. Des exemples comme ça participent véritablement de ces enjeux. Il faudrait d'ailleurs se dire que tout le monde n'a pas eu la médaille des justes. Et d'ailleurs, elle l'a eu très tardivement, puisque c'est à titre posthume qu'elle l'a obtenue.
puisqu'elle est décédée en 1951, elle a été reconnue juste parmi les nations par l'État d'Israël en 2012. Ça fait exactement 11 ans, hein, je compte pas trop mal, qu'on avait fait cette cérémonie à Hanau. Et puis, de cette cérémonie à Hanau, sa famille a fait don de cette médaille au Musée de la Résistance en 2013, il y a tout juste 10 ans. Et vous pourrez la voir au musée quand Aurore vous fera la visite tout à l'heure. Mais, parce que la famille a dit, on ne va pas la couper en 5 morceaux, etc. Puis il vaut mieux que ce soit exposé et que ça participe d'eux, etc. Enfin, au-delà de ces enjeux, ça renvoie à ce que l'historien Pierre Cabanel évoquait. Et si l'on met bout à bout ces cantons, on comprend que toute cette diversité de paysages, de cultures, de confessions, chères à nos anciens manuels scolaires, apporte une réponse globale à l'énigme du destin des Juifs dans la France des années 40. Où étaient-ils? Comment ont-ils échappé au pire? La réponse se trouve à l'échelle de presque tout le territoire, dans la profondeur d'un peuple de simples gens qui prêtaient encore attention aux prêtres, aux religieuses, de l'école de filles, aux instituteurs, secrétaires de mairie, aux maires, aux châtelains et plus généralement à ses voisins dont l'opinion compte parce qu'ils ont des terres ou une réputation ou qu'on leur reconnaît librement une forme de suzeraineté intellectuelle ou morale. C'est dans l'histoire des Justes en France, hein, chez Armand Collin en 2012. Eh bien, Pierrette Pochard, elle participe de cela, comme d'autres, comme tous les Justes de France. Ben, c'est ça, déjà, résister véritablement à la déportation, c'est aider et sauver. Et là, véritablement, c'est au cœur du sujet. Et puis le dernier aspect de résister à la déportation, ben, c'est la lutte armée. C'est tous ces Juifs qui rentrent, étant yiddifo-chauphane, étant engagés dans la résistance. Alors, l'OJC d'un côté, plein d'associations juives de combat, etc. Ou encore, pour revenir au fil que j'essayais de tirer tout à l'heure, les FTP-MOI. Dans les détachements des FTP-MOI, vous avez de nombreux juifs communistes résistants. L'un d'entre eux, il est dans la brochure, mais je vous le montre un peu plus, c'est Marcel Reimann. Ou Reimann, peu importe comment on le prononce. Marcel, c'est celui que les Allemands présentent la propagande comme le tueur. Hein, celui à qui on met, vous savez, dans le montage du film de Ciné-Actualité de février 1944 et dans la brochure L'armée du crime qui accompagne l'affiche rouge, il est pris en photo dans la prison de Fresnes, hein, parce que toutes les photos qui sont là ne sont que des photomontages. Il n'y a aucune photo de prise en action. On lui met un revolver dans la main. À Thomas Hellec, on va lui mettre une clé de dérailleur. À un moment donné, on va demander à Manouchian, à 4-5 de discuter entre eux, comme s'ils complotaient, ils faisaient une petite discussion. Mais sinon, la grande photo, on les connaît, hein, ils sont alignés le long de la prison de Fresnes. Lui, Marcel Reimann, son père, il a été arrêté dans une rafle, comme juif, bien sûr, en 1942. Donc, il continue le combat. Et le combat, c'est jusqu'au bout. C'est-à-dire, il considère qu'il faut se battre. Il faut se battre. Et alors ça, voilà, là vous avez la photo et vous la retrouverez hein, dans la lettre, dans le dossier. On a la date 18-11-43, donc il est tombé dans la troisième filature, la traque des BS2 de novembre 43. Bon, la photo anthropométrique, je ne reviens pas là-dessus. Les traits tirés, il vient de passer dans les mains des BS2. Hein. Toutes ces photos anthropométriques des BS2, il ne faut pas croire qu'ils sont dans leur état normal après. Ils ont connu la torture, ils ont connu les coups, ils ont connu tout ce qui... Et puis sa petite fiche, Marcel, né le 1er mai 1923. Donc vous voyez, il a 20 ans au moment de l'arrestation. 20 ans. Donc toute la jeunesse, à Varsovie, Pologne, célibataire, sans enfant, apatride, juif, tricoteur. Ça, c'est le métier, etc. Donc on a toute la sociologie. Et comment la police française, c'est très intéressant aussi, reprend tous les codes ariens, juifs, etc. 10 secondes, peut-être, excusez-moi, je prends un peu plus de temps. Qui donne la liste de 68 personnes arrêtées. En dehors, y compris, on va dire, les partisans, y compris les troupes de choc. Et à la fin, vous avez un bilan. Tant de Français ariens, tant de Français juifs, tant d'étrangers ariens, tant d'étrangers juifs, et de surcroît communistes. Donc vous avez, là encore, dans la police française,
dans les brigades spéciales, toute la mise en œuvre du complot judéo-bolchevique que l'on retrouve par rapport à cela. Et donc, Marcel rentre dans la résistance. C'était son combat face à ce qui se passait, face aux arrestations, entre autres l'arrestation de son père. Ils sont arrêtés un peu de temps après lui, enfin quand ils tombent, etc., quand ils sont logés, comme disaient les brigades spéciales, sa mère, Chana, déportée à Auschwitz, morte à Auschwitz. Son frère, alors on va dire Simon, parce qu'après guerre il se faisait appeler Simon, déporté également. Alors il est revenu de déportation. Et si vous voulez voir le témoignage de son frère, dans les brûlures de l'histoire, il y a quelques années, ça doit être sur le net, maintenant ça se retrouve, c'était l'affiche rouge avec Stéphane Courtois, vous avez le témoignage du jeune frère de Marcel. Et donc ça veut dire qu'à un moment donné, pour certains, la lutte armée, c'est s'opposer, vaille que vaille, à l'ordre nazi et donc à la déportation. Parce qu'ils avaient vécu dans leur chair la déportation. D'autres, c'est parce qu'ils étaient les seuls survivants de la famille des jeunes de 20 ans qui vont aller combattre. J'évoquais Thomas Elek tout à l'heure. Il était né dans une famille plutôt qui s'est détaché de la religion. Lui, il retrouve la religion pendant la guerre, et la première chose qu'il décide, étant lycéen, il n'a même pas, il doit avoir 17-18 ans, c'est de prendre le livre, le Capital de Marx dans la bibliothèque de son père, de creuser, de mettre une bombe dedans et de le faire sauter dans une librairie collaborationniste de Paris. Elle s'appelait La Rive Gauche. Donc voilà pourquoi d'aucuns ils vont aller combattre, parce qu'ils voient ce qui se passe dans la logique de déportation. Alors ça participe alors bien sûr c'est des expériences singulières, il ne faut pas généraliser. Mais à chaque fois, on ne peut jamais généraliser, parce que toute expérience sur la période est singulière. Et enfin, le troisième point, et je vais faire attention parce que je vais dépasser le temps que je m'étais imparti, je suis désolé, c'est résister en déportation. Ce n'est pas simplement s'opposer, faire la lutte armée, etc., combattre, mais c'est résister aussi en déportation. Une fois qu'on est déporté, c'est résister à la déshumanisation, déjà dans le transport. Dans le transport, la solidarité, boire, faire passer des billets. C'est comme ça aussi qu'il y a des petits billets qui ont été jetés depuis des trains et qui sont arrivés dans les familles pour dire un tel a été arrêté, déporté, etc. C'est déjà un acte de résistance. Les évasions de convois. Un convoi, par exemple, parti de Compiègne le 25 juin 1943 avec 999 hommes vers Buchenwald. Eh bien, vous avez des évadés. Alors, il y en a qui seront repris, qui seront à nouveau déportés. Ou ça peut être, vous avez aussi un convoi belge, me semble-t-il, dans la lettre qui est bien présenté, etc., etc. Bon, peu importe, mais déjà, ces enjeux de fuir les convois, de résister à la déshumanisation, dans le camp, c'est-à-dire être attentif aux pratiques solidaires d'entraide développées pour survivre dans les camps. Comment on partage la nourriture, comment on aide quelqu'un à l'infirmerie, comment, etc., etc. Donc comment, en fin de compte, on va avoir toute cette solidarité, comment ils tiennent le coup, comment ils ont tenu le coup. Je vous disais qu'en moyenne, c'était 9 mois dans les camps de concentration. Je n'ai pas parlé des centres de mise à mort, etc. Mais comment on tient le coup? Déjà, et puis aussi, dans les centres de mise à mort, je vous invite à regarder de près aussi l'album d'Auschwitz qui vient d'être réédité, quand on a cette scène du tri, ceux qui sont tout de suite gazés, et puis ceux qui vont aller travailler dans les commandos. Et comment ceux qui vont travailler et celles qui vont travailler dans les commandos, eh bien certains vont en revenir, c'est les 3%. C'est seulement 3%. Le témoignage de Simone Veil, entre autres, est émouvant et important à entendre. Comment ils ont tenu le coup? Résultat de conditions physiques peut-être et psychologiques particulières qui ont permis une résistance à l'annonce de l'existence de gazage, à la réalité au quotidien, à l'assassinat des leurs, au travail forcé, aux sélections, à la persécution omniprésente, à l'inexistence de valeurs. Donc le facteur qu'il faut voir, c'est comment, en fin de compte, on a des liens avec les autres déportés, dans le cadre de petites entités qui ont été formées de personnes qui parlent la même langue. Parce que là, on va aussi avoir les groupes de langues qui vont se reconstituer dans les camps. Et ça, c'est fondamental. Ou
le groupe de ceux qui étaient dans les brigades internationales, ensemble qui se retrouvent, ou ceux qui sont d'obédience catholique, d'obédience protestante, ou ceux qui sont aussi francs-maçons. D'aucuns vont, dans la brochure importante, et je fais attention au temps, pardon, du rapport Pilecki sur le camp d'Auschwitz. Comment on fait connaître au monde entier l'existence d'Auschwitz. Voilà, ça c'est fondamental et important. Donc refuser d'être réduit à un numéro, à un matricule. Hein, donc lutter contre toutes les formes de déshumanisation. Ça peut être faire des dessins. Alors là, vous avez de nombreux carnets de dessins dans les camps de déportation ou autres. Par exemple, à ce moment, ça y est, Natzweiler-Struthof, excusez-moi, vous avez différents dessins sur Natzweiler-Struthof. Vous aviez par exemple le témoignage pour la région. Ça y est, j'ai un trou de mémoire, pardon, sur le nom de la personne de cet ancien déporté qui avait écrit Sac d'os. Eugène Marlot, merci. Eugène Marlot, et où vous avez dans Sac d'os, Eugène Marlot, des témoignages de cette solidarité, des dessins aussi qui sont publiés d'anciens qui ont fait ces dessins à Natzweiler-Struthof. Donc on voit bien les logiques d'évasion, de résister à la déshumanisation, la résistance organisée dans les camps, et puis le dernier point, c'est rentrer, survivre, témoigner, lutter contre le négationnisme, je me le garde pour l'après. Mais il y a une autre chose dont je voulais, sur laquelle je voulais insister. Bon, j'ai dit Germaine Tillon, hein, son expérience d'ethnologue pour analyser l'univers concentrationnaire. On peut avoir d'autres choses, mais les objets rapportés des camps aussi. Ce qu'on a fabriqué dans le camp, à quoi on tenait. Parfois, ici ou là, ça peut être une poupée confectionnée pour Geneviève de Gaulle par sa sœur résistante. Voilà, ça peut être des carnets, ça peut être des objets, ça peut être des petites notes, des petites choses. Et ça, moi, il y a quelques années, en 2015, c'est ça, non, 2017, pardon, 2017, excusez-moi, on fêtait les 15 ans de la MSH à Dijon. À l'époque, je la dirigeais, etc. Et j'ai voulu prendre un film pour avoir un dialogue pluridisciplinaire. C'est le rôle d'une maison des sciences de l'homme. J'ai voulu prendre ce film Festin imaginaire, qui est un film fait par le CNRS, enfin financé par le CNRS. Bon, je ne reviens pas là-dessus. Mais c'était comment, en fin de compte, alors c'était une comparaison globale des camps, hein, camps de concentration allemand, goulag, enfin, etc. Bon, je trouvais que des fois les comparaisons étaient difficiles, mais peu importe. Comment, en fin de compte, d'aucuns ont survécu en se faisant des festins imaginaires dans les camps, en faisant des recettes dans les camps, en imaginant le plus beau repas qu'on ait jamais fait. Et de se dire, on faisait ça, on le préparait, etc., eh bien, on avait l'impression d'avoir mangé, même s'ils n'avaient pas mangé. Comment le psychique, hein, quelque part, l'emporte aussi et joue sur le physique, comment ça remonte le moral, comment ça participe. Et là, vous avez, par exemple, le peanut butter honey, enfin bon, peu importe, on va pas revenir là-dessus, mais les carnets de recettes, de cuisines écrits dans les logiques concentrationnaires, eh bien, vous avez différentes approches pluridisciplinaires là-dessus. Bon, ça participe aussi, me semble-t-il, de cette évasion possible des camps. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils se sont tous évadés. Ça ne veut pas dire qu'ils ont pu y mourir. Mais il y a eu un moment, une évasion dans les rêves, dans l'imaginaire, dans quelque chose qui est fondamental aussi. C'est une forme de résister au fait d'être déshumanisé. Et puis, bien sûr, la volonté de documenter pour l'après-guerre, de témoigner, d'apporter des preuves matérielles. La pellicule contenant les photographies de victimes d'expériences pseudo-médicales à Ravensbrück a pu être aussi sauvée. Donc il y en a certains qui ont pu faire rentrer des appareils photo et donner des choses. Et subtiliser aussi des clichés pris par les SS. Et ça, c'est les résistants espagnols qui ont fait ça. Alors, on ne va pas revenir globalement sur tout ça, mais surtout la fin. Le serment pris le 19 avril 1945 à Buchenwald, par exemple.
camarades, nous antifascistes de Buchenwald, sommes aujourd'hui réunis pour honorer les 51 000 prisonniers assassinés par la bête nazie à Buchenwald et dans ses commandos extérieurs. Bon, on ne va pas reprendre l'essentiel, etc. Mais nous jurons devant le monde entier, sur cette place d'appel, qui a vu se perpétrer les cruautés fascistes, nous ne cesserons le combat que lorsque le dernier coupable aura comparu devant les juges populaires. C'est l'appel à la justice. Les procès de Nuremberg participent aussi quelque part du sujet, parce qu'il faut témoigner. Et surtout, on crée, c'est pas on invente, on donne une solution juridique à cela de crime contre l'humanité, qui n'existait pas auparavant. Et ce crime contre l'humanité, c'est bien la reconnaissance, effectivement, des enjeux de résister à la déportation. Le point final, il est là-dessus quasiment. Et dans toute la lutte contre les négationnismes. Et avec le rôle, bien sûr, fondamental des associations. Les différentes catégories de victimes de la Seconde Guerre mondiale ont, dès 1945, entamé un travail de mémoire, créant différentes associations de survivants. Il s'agissait de lutter contre l'oubli. Ça, c'est la première des choses. Mais aussi de faire reconnaître les droits des déportés, tout en important aussi des soins nécessaires pour la réinsertion. Les différents serments prononcés à l'ouverture des portes des camps engagent les survivants dans un combat de tous les instants pour perpétuer le souvenir, on va dire, du sacrifice des victimes. Dès lors, on assiste à un rappel émouvant des engagements pris par les rescapés qui construisent ce rôle de vigie permanente. Vigie non seulement dans le cadre mémorial des cérémonies, mais aussi d'une mémoire vive, véritablement, de cette période-là. Mémoire entendue dans les propositions du sociologue Maurice Halbwachs, les cadres sociaux de la mémoire, 1925, première édition, mort en déportation à Buchenwald. Halbwachs est mort en déportation à Buchenwald, sur la mémoire collective. Donc ça invite à considérer le rôle des associations dans la société française, par exemple, mais ça peut être aussi en Belgique, aux Pays-Bas, peu importe à l'échelle européenne, dans la construction d'une mémoire collective des organisations participant plus large au débat de la nation. Les associations de déportés, mais aussi des camps de concentration, l'amicale de Dora, par exemple, qui vient de sortir, et un très très beau livre qui vient de sortir, elles ont tenu un rôle essentiel dans la lutte contre le négationnisme et pour la reconnaissance des droits. Donc ça participe aussi à la suite du concours. Voilà, j'en ai terminé parce que j'ai dépassé les 11h30. Désolé pour ce retard, mais j'ai essayé de vous présenter quelques pistes. Alors, avec non pas tout ce qu'il y a dans la brochure, parce que je vous invite et vous pouvez la prendre, il n'y a aucun souci, mais quelques éclairages par rapport à la définition du sujet de cette année. Voilà.